Alors, on met souvent les théories abstraites de côté quand on tombe sur une histoire vraie, une histoire viscérale et profondément humaine. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce décryptage. On va décortiquer un récit autobiographique intime, un parcours qui parle de maternité, de deuil, mais surtout d'une quête de vérité absolument sans filtre. Vous savez, c'est rare de tomber sur un texte qui parle d'adoption sans nous vendre un conte de fées. Ici, c'est l'inverse. C'est abordé avec une lucidité presque clinique, forgée par une véritable éthique du soin. Bref, préparez-vous, parce que ce voyage va nous forcer à repenser ce que signifie vraiment être responsable d'une autre vie. Écoutez bien cette phrase, car elle donne tout de suite le ton de cette histoire. L'autrice balaye d'un revers de main un cliché extrêmement tenace. On entend souvent dire que l'adoption, c'est une sorte de pansement, non? Une façon de combler un grand vide ou de compenser une tragédie personnelle. Eh bien, sa perspective à elle est radicalement différente. L'adoption, ce n'est pas une réaction à un manque, c'est une décision proactive. C'est un choix éthique, mûrement réfléchi. Et honnêtement, ça change tout. Ça demande une maturité incroyable et ça pose les bases d'un engagement total envers un enfant. Allez, on attaque la première partie de cette trajectoire, les fondations du soin. Pour comprendre cette force de caractère incroyable, il faut remonter un peu le temps. D'où vient cette vision du monde si solide? En fait, c'est un mélange assez fascinant entre sa vie privée et sa vie professionnelle. D'un côté, on a une enfance dans une famille super aimante, mais attention, très structurée. Le sens des responsabilités, l'attention aux autres. Chez elle, ce n'était pas que de jolis mots, c'était des principes appliqués tous les jours. Et de l'autre côté, à l'âge adulte, elle choisit une carrière ultra exigeante en milieu hospitalier. Et à l'hôpital, on ne fait pas que philosopher sur la vie menacée, on y fait face en permanence. Cette exposition quotidienne à notre fragilité humaine a véritablement bétonné son éthique de la responsabilité. C'est ce double ancrage qui lui a donné cette capacité exceptionnelle d'accueillir l'autre avec une gravité et un sérieux remarquables. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième partie, un choix délibéré. Et c'est là que l'histoire prend un tournant. L'épreuve du deuil intime frappe de plein fouet, et c'est précisément à ce moment-là que croise ce désir viscéral de devenir mère. On touche ici au cœur du récit, avec ce concept très fort, la fidélité à la vie. Face au deuil, au lieu de se replier sur elle-même ou de chercher désespérément un substitut pour effacer la douleur, son désir d'enfant devient un véritable acte de foi envers l'existence elle-même. Assumer la responsabilité d'une autre vie, ça devient un engagement total, à des années-lumière d'une quelconque illusion romantique. Elle choisit littéralement la vie. Et c'est ça, au fond, qui transforme son adoption d'un acte de réparation en un acte d'affirmation pure. On passe à la troisième partie et on entre dans le vif du sujet, la réalité de l'adoption, un parcours complexe. Alors, comment tout cela s'articule dans le temps? Gardez bien cette chronologie en tête, elle structure toute la réflexion. On part de ces fameuses fondations de l'enfance, on passe par la confrontation avec la fragilité à l'âge adulte, et là, boum, on arrive en 1993, l'année clé, l'année de l'adoption au Bénin, le vrai point de départ de cette nouvelle famille. Mais l'histoire ne s'arrête évidemment pas là. On voit déjà se profiler au loin l'année 2010, qui s'annonce comme un énorme point de bascule, avec un voyage de retour aux enjeux vertigineux. C'est crucial de comprendre que l'adoption, ce n'est pas juste une date de signature sur un document, c'est un processus qui va s'étirer sur des décennies. Arrêtons-nous un instant sur ce moment fondateur de 1993 au Bénin. Oubliez tout de suite le conte de fées magique ou la simple formalité administrative. La source qu'on analyse détruit complètement ce mythe. Sur le terrain, c'est une toute autre histoire. L'autrice accueille un bébé né dans un contexte culturel tellement spécifique que certaines croyances ancestrales peuvent littéralement menacer la vie des nourrissons les plus vulnérables. On n'est pas dans un environnement aseptisé, on est dans le monde réel. Et ça implique des médiations humaines, des médiations culturelles et même spirituelles. Les risques sont tangibles, ce moment est brut, authentique et ancré dans des questions pures et dures de survie. Quatrième étape incontournable. Élever sans effacer, construire au quotidien. Parce que oui, une fois l'enfant accueilli dans ce nouveau foyer, un autre grand chapitre commence. Et ce quotidien, il illustre brillamment la philosophie parentale de l'autrice à travers 3 piliers fondamentaux. Le premier, protéger mais sans enfermer. Il faut offrir un vrai cocon sécurisant sans pour autant le transformer en prison dorée. Deuxièmement, transmettre mais sans imposer, c'est-à-dire partager ses propres valeurs et sa propre culture, mais sans jamais écraser ce que l'enfant porte déjà en lui de par sa naissance. Et le troisième, sans doute le grand défi de toute une vie, aimer sans nier l'origine. Pour elle, faire grandir cet enfant, ce n'était surtout pas effacer d'où il venait, mais plutôt lui apprendre à vivre avec ce bagage. C'est un travail de funambule constant, vous imaginez bien. Mais bon, on le sait, les enfants grandissent. L'adolescence débarque avec fracas. Et ce subtil équilibre qu'on a mis tant de temps à construire commence à vaciller. Les questions sur l'identité, sur les origines, la filiation, ces questions qui étaient peut-être diffuses avant deviennent soudainement pressantes. C'est classique de l'adolescence, me direz-vous. Mais dans le cadre d'une adoption internationale avec un départ aussi complexe, ces interrogations prennent une ampleur existentielle. Alors une question se pose. Que se passe-t-il quand le silence, au lieu de protéger, commence à étouffer? Cinquième partie, le voyage de retour. L'heure de faire face à l'origine.
C'est face à cette urgence absolue que le récit atteint son véritable sommet dramatique. Nous faisons un bond colossal dans le temps pour atterrir en 2010. 17 ans se sont écoulés depuis l'adoption. Rendez-vous compte du chemin parcouru depuis 1993. Mais surtout, réalisez l'urgence de la situation. Les questions de vérité ne peuvent plus être sagement repoussées. Cette date, 2010, marque le début d'une confrontation terrifiante mais vitale. Et ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est qu'on est à des années-lumière du petit pèlerinage touristique aux sources. C'est d'une intensité redoutable. Imaginez un peu, il faut retourner au Bénin pour rencontrer un père biologique absent depuis toujours. Il faut affronter de nouveau ces fameuses croyances ancestrales qui étaient si menaçantes à la naissance. L'autrice confie elle-même avoir fait face à ses pires angoisses, la terreur de rouvrir une histoire dangereuse et la peur que ce passé écrase le présent qu'ils ont bâti. C'est l'épreuve du feu. La mère adoptive doit prouver sa fidélité à la vie en accompagnant son fils jusqu'au bord du précipice de sa propre histoire. Heureusement, on ne traverse pas un ouragan pareil tout seul. La source met un point d'honneur à souligner le rôle vital d'un réseau de soutien ultra robuste. Des amis fidèles, des médiateurs capables de naviguer dans la complexité des différences culturelles et des guides spirituels ont soutenu cette démarche. Mais attention, c'est très important, leur rôle n'était absolument pas de masquer la réalité ou d'édulcorer les choses. Pas du tout. Le but, c'était de rendre cette épreuve psychologiquement supportable, tout en garantissant que la vérité crue, aussi brutale soit-elle, ne soit jamais atténuée. Ce qui nous amène à notre 6e et toute dernière partie. Vérité et filiation, l'éthique du courage. C'est à la lumière de ce retour éprouvant que se révèle le sens profond de tout cet engagement. La filiation, on le comprend bien, ce n'est pas qu'une question de gêne ou de soins au quotidien, c'est fondamentalement une question de courage face à la vérité. Le point crucial de toute cette analyse, il est là. Face à une histoire familiale complexe, on a toujours le choix entre deux routes. La première, c'est de passer le passé sous silence. On enfouit l'histoire, on garde les secrets bien au chaud, en pensant qu'on crée de la sécurité. Sauf que c'est une illusion qui finit inévitablement par exploser. L'autre route, celle choisie dans ce récit, c'est d'affronter la vérité. Oui, c'est oser ouvrir une boîte de Pandore effrayante, mais c'est la seule façon de libérer l'avenir. Protéger la vie, tout comme l'autrice le faisait dans sa carrière médicale, ça exige en fait la même chose. Ne jamais fuir devant le diagnostic. Et c'est sur cette prise de conscience bouleversante qu'on arrive à la fin de notre décryptage d'aujourd'hui. L'acte ultime d'amour et de transmission, ce n'est pas de créer une bulle parfaite et sans douleur pour nos enfants. L'acte ultime, c'est le courage. C'est oser regarder la vérité droit dans les yeux. Cette histoire nous prouve que ce soit dans les couloirs froids d'un hôpital ou sur les terres rouges du Bénin, la véritable fidélité à la vie exige de ne jamais détourner le regard. Ce qui nous laisse avec cette question, à méditer pour nous-mêmes. Face à la complexité de nos propres histoires de famille, quelle vérité devons-nous encore affronter pour nous permettre enfin d'avancer